Pourquoi décider de sortir de la CEDEAO? Merci. Comme vous dites, c'est une question d'actualité. C'est intervenu le dimanche dernier, cette décision de retrait donc, de ces 3 pays regroupés au sein donc, de l'AES. Ce n'est pas de gaieté de cœur que de tourner le dos à une organisation, mais c'est à l'issue d'une analyse profonde. Et je pense que cette organisation est née en 1975, si je ne me trompe. En 1975, en effet. Avec les chefs d'État, pour la plupart militaires d'ailleurs. En tout cas, pour ce qui concerne l'AES, ils étaient tous militaires. Absolument. Je pense que c'était une volonté donc d'intégrer les peuples, de faire d'épanouissement de l'économie, de la solidarité, de l'entraide, en tout cas des vertus panafricanistes qui ont conduit donc les chefs d'État à créer donc cette organisation. Malheureusement, au fil du temps, l'organisation a perdu ces valeurs-là. Et aujourd'hui, le constat est clair. Je pense que depuis plus d'une décennie, les républiques sœurs du Mali, du Niger, sont en guerre contre le terrorisme. Et au Burkina, bientôt près d'une décennie, on est en guerre. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. Mais, Monsieur le Président, on a envie de dire, on comprend que ces derniers temps, les relations ont été particulièrement difficiles, que avec ce qui s'est passé, les coups d'État qu'il y a eu dans ces différents États que vous venez de citer, le Mali, le Niger et le Burkina, vous ayez envie de partir. Et les gens se disent, est-ce que ce n'est pas en réaction au fait qu'ils n'acceptent pas que vous ayez perpétré des coups d'État, que vous partez et que vous vous dites, bon, mais puisqu'ils n'acceptent pas, on s'en va? Les coups d'État, on ne les fait pas parce qu'on le veut. C'est cette manière de voir les choses qu'il faut changer. Vous êtes d'accord avec moi que d'abord ces États en crise, pour faire un coup d'État et assumer ses responsabilités, c'est très lourd. Mais si on le fait, c'est parce que nous avons une envie d'amener nos peuples donc vers une certaine souveraineté, parce que nous connaissons l'origine de cette crise. Et je pense qu'on devrait être accompagné. Les gens sont fiers de citer, il y a tant de millions de déplacés dans ces contrées-là. Mais qu'est-ce que vous faites pour les aider? Rien. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est les militaires qui sont plus susceptibles de régler ces problèmes-là que les politiques, les civils? C'est votre sentiment? Tout le monde pourrait le faire. Mais comment l'expliquer que ce soit les militaires qui prennent la main et qui disent on ne veut plus de civils? Non, les militaires n'ont pas dit qu'on ne veut plus de civils. C'est par devoir de patriotisme. Lorsque la nation est en péril, à un moment donné, il faille prendre des décisions importantes. S'il se trouve que ce sont les militaires qui ont eu le courage de prendre ces décisions, eh bien, c'est ce qui est là. De toute façon, civils ou militaires, nous sommes tous les enfants de ce pays. Et quiconque est animé donc de ce sentiment de pouvoir libérer son pays, il pouvait le faire. Donc ce n'est pas une question de militaires. Ailleurs, des militaires ont réussi. Ici aussi, des militaires peuvent bien réussir. Alors, Monsieur le Président, que répondez-vous donc aux responsables de la CEDEAO qui disent ils s'en vont parce que nous, on a dit qu'on ne veut pas de putschistes parmi nous? Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Donc ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Quand vous dites des putschistes civils? Il y a des putschistes militaires au sein de la CEDEAO qui aujourd'hui se réclament démocrates. Des civils, il y en a. Il y a pire que des putschistes. Il y en a qui tuent, qui bâillonnent leur peuple. Sous le silence, la CEDEAO ferme les yeux, les oreilles. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO. Alors, Monsieur le Président, on dit, ok, nous quittons la CEDEAO avec effet immédiat. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali. On quitte avec effet immédiat. Mais Monsieur le Président, ça concerne beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on fait de la libre circulation des personnes, de vos populations qui sont dans ces pays de la CEDEAO que vous quittez du jour au lendemain? Comment ça va se passer exactement? Parce que les textes disent qu'il faut au moins une année pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Or là, vous dites non, c'est fini maintenant. Oui. D'abord, vous dites les textes disent, mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leurs textes. Ça se fait à la tête du client, c'est ce que nous avons remarqué. Les sanctions infligées au Niger, ça n'existe nulle part dans les textes. Donc les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Nous quittons, mais nous restons panafricains. N'importe qui en Afrique, un Africain qui veut venir au Burkina, il est le bienvenu chez lui.
A priori. Mais dans le sens contraire, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est au sein de l'AES, on va en parler de l'AES dans un instant, quelqu'un qui est au sein de l'AES, on peut lui dire, il peut plus aller au Burkina, il peut plus aller en Côte d'Ivoire, il peut plus aller au Ghana. Ça devient un peu plus compliqué pour ceux qui font leurs affaires là-bas. Nous verrons et nous saurons quelles mesures prendre en temps opportun. C'est bien réfléchi, Monsieur le Président, ce départ de la CEDEAO? Bien sûr, très bien réfléchi. C'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de colère. Si c'était un coup de colère, on l'aurait fait depuis longtemps. Je pense qu'on a pris le temps d'analyser la situation, de peser beaucoup de choses et enfin de décider. Donc si c'était un coup de cœur dès le premier moment de certaines sanctions, le peuple a été assez résilient, il faut le dire. Ils ont souffert. Donc pendant ce temps, on pouvait décider dans la colère. Maintenant, on a pris le temps d'observer, d'analyser la situation et de nous convaincre nous-mêmes de nos forces avant de décider. Et vous avez pris tout le monde par surprise. Autre élément dans cette nouvelle façon de dessiner l'Afrique de l'Ouest, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Monsieur le Président, est-ce viable l'AES? Sur le papier, c'est très très séduisant, mais est-ce viable? Vous savez très bien que c'est plus que viable. Vous savez, pendant longtemps, on a maintenu nos peuples dans une certaine philosophie, tendant toujours à nous faire croire que nous ne pouvons rien sans les autres. Aujourd'hui, notre mission à nous, c'est d'éveiller la conscience. Vous le faites très bien d'ailleurs. Merci. Et j'apprécie beaucoup. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses. Et à l'issue de cette analyse, vous décidez. L'AES est très bien viable. Que ce soit lorsqu'on regarde les économies, Monsieur le Président, si je vous permettez, c'est des économies qui sont très intégrées. Vous produisez la même chose, vous faites exactement la même chose. Qui va vendre à qui? Comment ça va commercer? Et qu'est-ce qu'on fait du fait que ce ne sont pas des pays qui ont au moins une ouverture sur la mer? Les chiffres, c'est une chose. L'économie aussi, vous savez, nous sommes là il y a très peu de temps. Mais l'économie a été, je dirais, un peu déchirée par des régimes passés. Sinon, nous devrions avoir des économies très fortes aujourd'hui. C'est ce que je dis, en analysant nos forces, on se rend compte que nous ne devrions pas être à cette étape. On devrait être beaucoup loin. Quand vous prenez l'AES, en termes de population, en termes de superficie, on est très bien. En termes de production, normalement, les États de l'AES ne devaient rien importer en ce qui concerne les produits agricoles, l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ça et nous sommes en train de tout faire pour que nous n'importions rien en ce qui concerne ce que nous consommons. En termes de richesse, que ce soit naturel, quand je dis les richesses naturelles, il y a des richesses souterraines, mais il y a aussi en surface. On crie partout que les Africains meurent de faim, de soif, ainsi de suite, des projets inventés par-ci, par-là, par exemple pour nous donner de l'eau potable. L'AES, c'est une grosse réserve d'eau souterraine, et même en surface. En termes de ressources minérales, on n'a rien à envier à quelqu'un. Et dans la nature, quand vous prenez des produits comme, j'aime le dire, le karité, c'est une richesse naturelle. Nous ne l'avons pas planté. C'est Dieu qui l'a donné. Mais c'est très riche. Les gens le prennent, ils le transforment. Donc nous sommes conscients de nos potentialités. L'AES n'a rien à envier à quelqu'un. Pour vous, l'AES peut se suffire, être un ensemble intégré qui fonctionne normalement? Parfaitement. Monsieur le Président, lorsque l'on regarde la démarche qui vient d'être entreprise par ces trois États, très concrètement, on écoute un peu partout le fait qu'il y a besoin qu'ils soient en train de travailler avec d'autres sur un sujet qui est le sujet le plus important aujourd'hui, la sécurité. J'ai envie de demander, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous êtes là depuis un certain temps déjà, ça fait plus d'1 an, quel est votre bilan dans le domaine de la sécurité? Avant qu'on ne parle de ces trois États en matière de sécurité, dans votre cas, au Burkina Faso, une bonne partie du territoire est encore entre les mains des terroristes. Qu'est-ce que vous avez pu faire depuis que vous êtes là, dans ce domaine-là? Très bien. C'est la priorité en fait pour nous. Comme vous avez dit, ces terroristes, c'est tuer, brûler, déplacer les populations, s'accaparer des terres. Mais je peux vous dire à l'instant T, comme je le disais dernièrement, il n'y a pas cette portion du territoire
où nous voulons partir et que nous ne pouvons pas partir. Aujourd'hui, vous allez sur tout le territoire? Partout. Des territoires qui étaient sous contrôle, si on peut le dire, depuis 3-4 ans. Nous mettons pied. Mais pourtant, on parle de plus d'attaques qu'autrefois lorsqu'il y avait des armées étrangères sur le territoire. Ah oui, vous êtes sûr? Plus d'attaques, c'est relatif. Aujourd'hui, nous sommes à l'offensive pour la plupart des zones. Nous ne sommes plus dans une posture de défense. Nous partons vers l'ennemi, nous cherchons l'ennemi. Lorsque nous avons décidé de prendre notre destin en main, comme on aime le dire, c'est une décision assez importante et très courageuse. Et lorsque vous décidez comme ça, toutes les cellules dormantes se réveillent d'un coup. Et c'est à ce moment que vous vous rendez compte de l'ampleur de la situation du terrorisme. On s'est bien rendu compte. Mais pour faire la guerre, il y a d'abord le patriotisme. Il y a la logistique. Et il y a maintenant l'intelligence des situations. Le patriotisme s'est réveillé dans tout le Burkinabé. Que ce soit les combattants, que ce soit les populations civiles, vous les voyez bien contribuer. Ça n'aurait pas été possible il y a quelques années de cela. Pourquoi? Il faut savoir réveiller le patriotisme en chaque peuple. Les mettre en confiance, savoir que leur patrie, c'est la seule chose qui les reste. Ça, on a réussi à le faire. Voilà pourquoi lorsqu'on les demande de contribuer, ils le font. On a demandé aux gens de s'enrôler pour combattre partout où ils sont. Même aujourd'hui, si nous décidons que nous voulons 1 million de Burkinabés pour combattre, nous les aurons. Les volontaires pour la défense de la patrie. La défense de la patrie? Oui. Les gens sont prêts, ils sont engagés. C'est pas dangereux pour eux? Non, c'est leur patrie. C'est leur patrie. Partout dans le monde, les gens se sont battus pour leur patrie. Et Monsieur le Président, lorsque l'on dit ça, on a envie de se poser la question de savoir, ce terrorisme dure depuis un moment déjà dans nos territoires, avec des armées qui sont venues et des sommes extraordinaires dépensées, de l'arsenal militaire de qualité jusque-là. Comment expliquer que d'un coup, vous décidiez que tous les trois, vous allez combattre ça sans les autres? Est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce qui fait que ce soit plus possible aujourd'hui qu'avec ces armées qui étaient là? C'est plus que réaliste. Il y a eu plusieurs situations. Nous avons eu la chance de faire le terrain. Beaucoup d'autres officiers que vous pourrez croiser ont eu la chance de faire le terrain et ont manœuvré avec ces armées étrangères. Sur votre propre territoire, on vous fait des restrictions. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est encore plus surprenant, imaginez, vous avez dit avec toute la technologie qu'ils avaient, ils ont actuellement peut-être des satellites qui observent tout, ils avaient des drones, des hélicoptères, tout type d'appareils. Mais on ne voyait jamais les terroristes. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire la guerre. Mais vous vous rendez compte? On les retrouve tous les jours et on les fouette. Donc, il y a un problème. Pour vous, il n'y avait pas une réelle volonté de les combattre alors? Aucune volonté de les combattre. S'ils le voulaient, ils pouvaient le faire. Les terroristes n'auraient jamais atteint ces niveaux. Alors aujourd'hui, on dit, s'ils font des résultats, s'ils font quelques résultats, c'est parce qu'ils ont avec eux les Russes. Il y a eu Wagner, dont on a parlé. Aujourd'hui, on a même les Russes qui vont ouvrir leur première base militaire avec Africa Corps. Monsieur le Président, est-ce que les Russes vous aident? Et est-ce que leur aide est meilleure que celle des armées étrangères qui étaient jusque-là présentes? Vous savez, pour ce qui concerne le Burkina, par exemple, nous avons toujours été en relation avec la Russie. Et je vous dis, l'équipement que les Burkinabés avaient, à 80%, c'était des équipements russes. Ah bon? Bien sûr. Mais pourtant, vous aviez une relation plus forte militairement avec les Français. Comment expliquer cela? Oui, parce que ces équipements datent des années peut-être de la Révolution. Bien sûr. Nous avons des équipements qui datent des années de la Révolution, qui combattent toujours, des équipements russes et coréens, nord-coréens, qui combattent toujours dans notre armée. Ils sont plus efficaces? L'armée a été délaissée, n'oubliez pas ça. Depuis les années 90, avec le soi-disant programme d'ajustement structurel, tout a été dénaturé. Il y a des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées. Ça a été bien préparé. Plus d'équipement, plus rien d'entraînement, rien. Les gens portaient juste la tenue. Et le terrorisme s'invite à la danse, quelques années plus tard. Et ça chante sur tous les médias. Ils sont incapables de lutter. On viendra les aider. Et le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Aujourd'hui, avec la Russie, la relation est d'abord stratégique. Ça, je pense que vous le comprenez beaucoup mieux que nous. Et avec la Russie, il n'y a pas cet équipement que nous souhaitons payer avec eux, qu'ils ne vendent pas. Les autres nous font des restrictions. Ils vous disent, vous ne pouvez pas acheter ce type d'armes? Bien sûr.
Or, les Russes vous vendent tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut. Jusqu'à l'instant T où je vous parle, on nous bloque des licences de certains avions. Il y a des armes, types d'armes qu'ils ne vont jamais nous vendre. Et comment on vous l'explique, ces restrictions? Ça vous, je pose la question, où est l'amitié? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a beaucoup de pays, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens, ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction. Avec l'Iran, tout ce qu'on veut, ils vont nous faire le point. Si on peut payer, on paye. Mais avec ces États qui étaient là, soi-disant nos amis, il y a des restrictions. Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Ah oui? Oui. Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en oui, face les terroristes, de lui, vous. nous tuent, mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même le caillou est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe.